Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hello, my name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Today's my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased the tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. I'm going to show you who I am. Oh! Oh. I am a monster. Oh. Oh. Si Ricardo fait la grimace, ce n'est ni dans un élan humoristique, ni pour jouer l'enfant insolent. Ses doigts pétrissent son visage pour modeler l'image qu'il a de lui-même, l'éloigner de son aspect désespérément banal. Pincer ses joues est un bon moyen de lever le voile sur le monstre qui sommeille en lui, sorte de créature difforme inadaptée à la vie sur Terre, condamnée à disparaître autrement que de sa belle mort, trop tourmentée pour supporter le poids de sa piètre existence. Combien de temps va-t-il encore tenir dans ce monde qu'il déteste, qui ne lui a jamais rien fait d'autre que du mal? 8 mois. 8 mois durant lesquels il tiendra ce journal intime vidéo, parsemé de confessions, d'indignations, de révélations concernant son dessein meurtrier. 8 mois de descente aux enfers, 8 mois de tentatives, d'échecs, de projets, 8 mois au terme desquels son seul aboutissement résidera dans son suicide. 2 décennies plus tard, les internautes continuent de découvrir ce journal sur YouTube. Un anachronisme étrange s'en dégage et saute aux yeux des commentateurs amusés. Le premier youtubeur. Vlog, c'est lui qui en est à l'origine. Ça sonne comme la toute première chaîne YouTube au monde. Il faisait des vidéos dans le style de YouTube 9 ans avant la naissance de YouTube. Empathie, haine, compassion, pitié, tristesse, ces vidéos ne laissent personne indifférent. Et leur noirceur extrême, le caractère sinistre de Ricardo et ses opinions insupportables, n'indiquent pas l'évidence. Nombreux sont ceux qui discernent dans les yeux de ce pauvre diable le reflet de leur démon. Une erreur subsiste parmi les milliers de remarques rédigées sous les vidéos de Ricardo. C'est vrai qu'il est un précurseur de ce qui sera nommé plus tard vlog, indéniablement, mais il n'est pas le premier. À la fin du XXe siècle, le cinéma allait beau devenir centenaire, l'expérience de se voir à l'écran était encore inédite pour la plupart des gens. Avec l'arrivée des caméscopes dans les années 80, ils s'observaient pour la première fois à travers des yeux qui n'étaient pas les leurs et pouvaient désormais faire de leurs vacances, des premiers pas de bébé, d'une soirée entre amis, des films dignes d'être regardés. À l'époque, Nelson Sullivan était déjà plus que rodé à l'exercice lorsqu'il eut l'idée de tourner un journal intime vidéo dépeignant sans fioriture son quotidien à Manhattan, avec un effet fish high, une façon de s'exprimer à la caméra comme à un public, et, par-dessus tout, et peut-être est-ce là le fondement du vlog, la conviction que son quotidien méritait d'être exposé. I don't always know what to think of my life, but at times I know it's interesting and exciting, and I want to share it all with you. Ce n'est pas un quotidien extraordinaire qui a poussé Ricardo Lopez à lancer son journal intime vidéo. C'est même tout le contraire. Okay. Comfort is what I seek in speaking to you. Something with I don't know, something that makes me feel better. For a long time, I've been speaking into the mirror and being my own psychologist, sort of. It's a release. I'm not going to try to pretend I'm smart or savvy or cool.
I gotta pass, even though I want to. I gotta pass that. I gotta be honest. And that ain't easy, man. That ain't easy. Se confier, se libérer, voici des raisons courantes de s'adonner à ce type de pratique. Ricardo met surtout un point d'honneur à l'honnêteté. L'idée paraît logique, pas de faux semblants, on ne dissimule pas les hontes, la vérité, rien que la vérité. Ce serait oublier les multiples obstacles qui parsèment le chemin du vrai. D'autant plus que l'utilisation du format vidéo interroge, et ce dès 1999, bien avant YouTube et le reste. Un journal intime vidéo tout autant qu'un journal écrit n'est-il pas destiné à rester secret, intime, caché aux yeux de tous? Si le journal intime vidéo, supposé être un film, est voué au secret, à quoi bon enregistrer sa vie et son intimité sur de la pellicule ou sur une bande vidéo? En 2015, la problématique se posait plus que jamais à l'ère des réseaux sociaux, illustrée parfaitement par la thèse d'Anaïs OPX, exposition de soi, journal intime et reconfiguration de l'intimité à l'heure d'Internet. C'est au début des années 2000 que nous avons découvert sur le web une pratique au premier abord surprenante. Des individus tenaient en public, mais de façon anonyme, leur journal intime. À la même époque, un climat de mépris entourait les phénomènes d'exposition de soi, se cristallisant notamment autour de la télé-réalité, la fameuse télé-poubelle, la presse people, les skyblogs ou les ouvrages de littérature autofictionnelle. Entre narcissisme et exhibitionnisme, les attaques visaient tout à la fois le contenu de ces productions et les motifs de leurs auteurs. Depuis, l'apparition des réseaux sociaux, et en particulier Facebook, a amplifié la virulence de ces discours qui, pour certains, vont jusqu'à annoncer la mort de l'intimité. L'intimité ne peut que mourir face à des milliers, voire des millions de spectateurs. Les efforts déployés pour rester authentiques n'aboutissent qu'à un résultat édulcoré, d'une teneur forcément différente des aveux propres au support d'origine. Une itération Instagram du journal intime, filtrée, montée. Un calcul conscient ou non qui ne date pas d'hier. Depuis le 19e siècle, la valeur des journaux intimes des gens de lettres et de personnalités politiques n'ont cessé de croître conjointement au voyeurisme, altérant par là même la franchise que les lecteurs étaient en droit d'attendre de ce type d'écrit. Selon Pierre Paché, tout a commencé à la publication posthume du journal intime de Benjamin Constant, prouvant qu'il y avait là matière à vendre, et qui mit fin à l'innocence complète des diaristes, dorénavant incapables d'oublier qu'un journal pouvait intéresser un éditeur ou simplement être lu à leur insu. Benjamin Constant, qui redoutait par-dessus tout d'être lu, a écrit « On ne peut atteindre cette vérité de la nature humaine que dans le secret. Sinon, on parle pour la galerie. » Aujourd'hui, la galerie pour laquelle le vlogueur ou diariste en ligne écrit, ce sont ses abonnés. Et pour leur arracher une larme ou faire grossir leur rang, certains youtubeurs n'hésitent pas à user d'artifices dramatiques. I'm actually nervous for this one. And I've never ever been nervous in front of the camera. I'm about to tell you guys a story that I have never told anyone. L'auditoire de Ricardo n'est ni en mesure de commenter ni de partager son contenu, il se résume à une caméra. Sans carrière à la clé, n'ayant plus rien à perdre, l'absence de compromis devrait garantir un discours sincère. C'est sans compter l'ultime barrière qui sépare l'homme de la bonne foi. Quand Ricardo évoque l'amour qu'il porte à une célébrité, il s'y confronte. Many people could say, "What the hell are you talking about, man? You don't even know this girl. You don't, never even met her, man. What the hell? Fucking crazy, man." But what I do feel for her, okay, I know many people would say, you can't possibly love somebody you don't know. Love is something with time. You know what love is? Love is a chemical, okay? A biological substance in our brain which is released, okay, by the neurotransmitters, okay? It's a chemical called oxytocin. That's true love, oxytocin. It's not a mystical thing. It's not a magical thing that just happens because of, the soul, the spirit. No, it's a chemical. We're machines, okay? As much as we want to fancy ourselves as, superior to other creatures, we're beyond, our soul, spirit, mystical, we're so far beyond. We're machines, biological ones, okay? But everybody worships something. For a lot of people, it's money. Oh, that's their God.
Other people, it's sex, pleasure. That's their God. And apparently, in my case, it's her, a human. L'ultime barrière, c'est soi-même. Plutôt que de prêter attention aux avis extérieurs, Ricardo va s'efforcer de justifier son amour absurde, le légitimer, et de se comparer afin de donner l'illusion du comparable. Il aime une parfaite inconnue, il ne fait que se fier à ce qu'il ressent, comme tout le monde. Et le besoin de vénérer quelqu'un est humain, en quoi son amour est-il différent ? Oui, au sein même d'un document vidéo censé exprimer l'intime vérité, le mensonge est parvenu à se frayer un chemin. Car si Ricardo s'est embéguiné de cette star, ce n'est pas pour le charme de sa personnalité présumée merveilleuse, ni par conviction qu'elle mérite d'être idolâtrée. C'est par dépit. Ricardo est vierge. Plus inhabituel, il n'a jamais pu entretenir la moindre relation amicale avec une fille, incapable de leur parler qu'il est. Non pas que ce soit une honte, ni que son raisonnement sur la nature humaine soit faux, mais par conséquent ses jugements se basent sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Des préjugés donc, une inexpérience totale qui le pousse à s'expliquer en long et en large sur la véracité de ses sentiments, en niant ou ignorant simplement qu'ils sont la conséquence de sa solitude. Ainsi, le journal dans son intimité ne rime pas mécaniquement avec vérité. Cela, Anaïs Opic s'en est rendu compte en faisant témoigner les diaristes anonymes de journalintime.com. Même dans la vie normale, ça m'arrive souvent de me mentir à moi-même, déclare une dénommée Julia. Ils ont beau prétendre ne rien exclure de leur vie, le mensonge rôde. Si le journal intime est bien le lieu où le diariste devrait pouvoir exprimer ses craintes et ses échecs, puisqu'il a pour fonction de s'en libérer, dans les faits, il apparaît que la confidence y est parfois difficile. Certaines choses sont tues ou péniblement esquissées, et ces omissions ou illusions volontaires nous semblent viser avant tout la diariste elle-même. C'est parce qu'elle ne supporte pas de faire face à ces sujets sensibles qu'elle ne peut se résoudre à les confier sans détour à son journal. Dans cette équation, le lecteur tient un rôle restreint. Sans doute qu'il ne favorise pas par sa présence la confession, puisqu'il en est le témoin, mais c'est entre soi et soi-même que se joue avant tout ce théâtre d'interdit. En amont de l'écriture, il y a le refus de considérer la pensée interdite, car s'y confronter est trop douloureux. Dès lors, l'écrire est une épreuve pour le diariste, une étape qu'il ne pourra franchir que lorsqu'il l'aura acceptée, s'il y parvient un jour. Comment pourrait-il noter dans son journal ce qu'il refuse d'envisager dans la retraite de sa conscience ? Au fil des cassettes, Ricardo va progressivement faire tomber le masque, abandonner certaines postures, sans pour autant être en mesure d'oublier sa bien-aimée. Dès qu'il ferme les yeux, sa silhouette se dessine dans les ténèbres, et sa douce voix se fait entendre. Il se souvient du jour de leur rencontre, du moins de la première fois qu'il la vit à la télévision, 3 ans avant de débuter son journal vidéo. Au menu des nouveaux artistes cette année-là, le téléspectateur avait le choix entre la chanteuse aux cheveux de jet des Cranberries, le groove de Jason Kay à la tête engoncée dans une coiffe improbable, et le regard absent de Tom York du fait de sa paupière gauche paralysée. S'il était plus adepte de voix juvéniles couplées à des sonorités expérimentales, il y avait également de quoi faire. Ricardo fut bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à lui. Les décors oniriques, assumés factices et pourtant si vivants, régalaient son âme de créatif. Le futur grand réalisateur Michel Gondry s'était évertué à reproduire fidèlement les souvenirs d'enfance de Björk, donnant naissance à un délice visuel pour tout plasticien qui se respecte. Quelle beauté, quelle originalité! Ricardo est littéralement tombé sous le charme de cette musicienne venue d'Islande, au point de véritablement s'éprendre d'elle. Aucun magazine ni émission l'évoquant ne lui échappait depuis. Toutefois, en janvier 1996, au moment de démarrer son journal vidéo, sans doute aurait-il préféré en savoir moins. La rumeur qu'il craignait fut confirmée, Björk a quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un que, par nature, il abomine. Look at this beautiful face. This cute, innocent, sweet and shy thing. Whoa. She's fucking a nigger. Can you believe that? Yes. Fucking nigger. That's unacceptable. Okay. I don't give a shit about him. So be it. Whose fault is that? That's right. That's her fault.
And that's completely unacceptable to me. And I'm just gonna have to kill her. Ignoble. Ricardo affiche un racisme furieux face à la nouvelle. C'est que son obsession maladive l'a conduit à devenir l'un de ses stalkers, ces fans qui traquent sans relâche la moindre information concernant leur idole et qui considèrent qu'ils ont leur mot à dire dans leur choix de vie. Il suffit d'examiner ses lectures pour s'en convaincre. Obsessed Anatomy of Stalker retrace le parcours d'Arthur Richard Jackson, fan de l'actrice Teresa Saldana, livre qui a inspiré Robert John Bardo, fan de l'actrice Rebecca Schaeffer. Le stalker se nourrit du stalker. Et comme Mark David Chapman, le fan et assassin de John Lennon, Ricardo se sent trahi. La douleur qu'il éprouve tient du coup de poignard dans le dos. Mais son aversion ne se limite pas au noir. Sa haine n'est que l'écho de celle qu'il se porte. Cet autoportrait en est l'illustration, la personnification du lien entre complexe d'infériorité et de supériorité, la peinture d'un magicien, un créateur puissant comprimant au creux de sa main la lumière des idées, une illusion que Ricardo a fusillée au pistolet à billes, écœurée des fantasmes que son esprit malade a engendrés. Ricardo se déteste. Il s'admet égoïste. Naturellement, il a fini par élargir sa faiblesse au reste des hommes. Pour lui, derrière chaque geste, généreux ou non, se tapit un intérêt. Un vaste débat. Quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de bonté ou de courage sera toujours suspicieux des actes qui s'en revendiquent. Ricardo se décrit également comme mauvais. Par conséquent, l'humanité ne vaut pas mieux et surtout pas les Noirs. I see them as animals, man. Even though I am an animal personally. No, I don't see them as animals. Let me tell you a little bit of what I feel. Most people, first of all, I'm an exterminator. To have a point of reference, I am an exterminator, a bug man, as many people choose to refer to me. You know, cockroach man. Most people in this world, I'd say the majority, are cockroaches. Me being one of them. If you look around me, I'm a piece of shit, okay? I'm dirty, sloppy, fat, disgusting, okay? I'm a piece of shit, okay? The reason why I'm not interested in finding a girlfriend, this and that, because I'm a piece of shit. Not that I don't have self-confidence. I mean, that's funny. But, I'm a cockroach, just like most people. But niggers are the shit of cockroaches in my eyes. I mean, that's ignorance at its finest, but it's how I feel. The amount of chemicals in my head, as ignorant and as stupid, and that has to be changed because that's not right, politically correct. Look, what I feel in here is what I feel. And that's completely unacceptable, completely. L'anecdote est digne d'une fiction. Seul un scénariste désireux d'étoffer son personnage aurait affublé du métier d'exterminateur de cafards un homme haïssant ses semblables. Le fameux personnage dont l'histoire et la condition illustrent une théorie, le fantasme de l'homme idée, conséquent en tout ce qu'il pense et effectue. Oh, check this out. Completely different person. 3 mois passent sans que Ricardo ne donne de nouvelles, et tout ce qu'il trouve à faire à son retour, c'est mentir. Ce n'est pas vrai. Il n'a rien d'une personne différente. Ces derniers temps, sa folie s'était atténuée pourtant, depuis la réception en mars d'un colis en provenance du fan club de Björk. Reconnaissant, il consentit à pardonner l'affront qui lui avait été fait, à renoncer à son plan sanguinaire, et même remettre en question ses jugements racistes. Il revient également d'un séjour en Uruguay, invité par sa mère qui s'inquiétait pour lui. Ses vacances lui ont fait du bien, s'avouant même heureux face à la caméra avant de prendre l'avion. Yeah, I'm happy. I feel good. I'm surprising, I feel good. De retour chez lui, en Floride, les résolutions se dissipent rapidement. Le carcan qui a façonné son humeur assassine n'attendait que lui pour l'enserrer de nouveau. Le chaos de son appartement, les massacres d'insectes et ses heures de lever et de coucher abracadabrantes le font irrémédiablement renouer avec l'envie dévorante de faire payer celle qui lui a brisé le cœur. Pour cause, c'est officiel,
Björk et Goldie se marient l'hiver prochain. La vengeance de Ricardo n'est plus qu'une question de semaines. Avant de plonger la tête la première dans cette entreprise criminelle, il lui faut trouver du temps libre. Fatigué d'éradiquer des cancrelats à longueur de journée, Ricardo revient du travail feignant, tout juste bon à s'affaler devant la télé, incapable d'écrire, lire ou créer. C'est ce qui l'avait rendu si peu actif sur son journal vidéo. Démissionnant, il laisse un mot à son employeur. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Un adage prisé par les égocentriques. Ricardo entre alors en phase de survie. Ses dépenses sont rigoureusement rationnées afin d'être en mesure de tenir jusqu'à la réalisation de son colis piégé. Colis piégé dont la nature a changé. Mettre Björk au contact de sang contaminé pour qu'elle contracte le sida était trop compliqué, alors pour la défigurer comme il le désire, pour que l'on puisse lire sur son visage l'impact qu'il a eu sur elle et devenir la personne la plus influente dans sa vie, il opte pour un livre qui, à son ouverture, asperge le lecteur d'un jet d'acide. Son journal vidéo mute alors en une espèce de tuto morbide, comment fabriquer un colis piégé. I want to do some experiments, which I will be filming. Now, I gotta get suited up. What do you think? Is it cool or is it cool? Sulfuric acid. Keep out of reach of children, of course. Try two. Probably like another 100 pages. So, if I don't return, I just want to say goodbye to everybody. Jamais Ricardo n'a été aussi nerveux qu'à cet instant. Pas de panique, si jamais il se fait prendre au moment d'expédier son colis, sa banane contient une arme à feu. Finir en prison est ce qu'il craint le plus au monde, il se liquidera à la moindre menace. 30 minutes plus tard, le voilà de retour, sain et sauf. Mission accomplie. Combien de temps lui reste-t-il avant l'arrivée du FBI ? Mieux vaut ne pas tarder dans tous les cas, l'heure du grand saut est venue. La dernière cassette insérée, Ricardo lance l'enregistrement et profère ses dernières réflexions. Et aussi épouvantables ces monologues soient-ils, ils sont en cohérence avec ceux des premières vidéos, finissant d'esquisser la thématique centrale qui parcourt son journal intime, l'homme est une machine. Biologique. Son âme, une simple tension électrique neuronale. Ses émotions de vulgaire mécanique animale. L'amour, de l'oxytocine. Le bonheur, de la dopamine. Cette vision qu'il a du monde lui a été inspirée par un documentaire sur le cerveau, ne faisant que confirmer ce qu'il pensait déjà. Sans le savoir, il est aux portes de la pensée nietzschéenne. En effet, quoi de plus nietzschéen que d'enlever toute notion surnaturelle à l'humanité et réduire le comportement des individus à un ensemble de pulsions, d'instincts et de phénomènes physiologiques. Et quoi de plus logique que quelqu'un comme Ricardo s'en soit rapproché, car quel genre de personne va particulièrement se reconnaître en Nietzsche ? Ceux qui sentent tout l'ascendant de leur corps dans ce qu'ils sont et accomplissent. Cette machine que Ricardo décrit. Son cerveau à qui il ne peut désobéir. Ricardo se laisse dicter sa conduite par ses sensations les plus viscérales, et il a beau reconnaître la stupidité de ses injures envers les Noirs, il se plie, impuissant, au rouage de son esprit. Nietzsche dit « Nous sommes le philosophe de notre personne ». Mais quelle personne est Ricardo ? I know as much as I try to pretend how clever I am. I'm stupid. A lot of ways I'm pretty stupid. You know, sloppy. If you take a look around my apartment, okay. As a matter of fact, I'm going to show you what my apartment looks like now. See, I live in a practical pigsty. Okay. Look at this shit. See that? This is my apartment. I'm a pig. I'm a fucking pig. This is my fucking bathroom. All dirty. I don't know if you can see my breast. Okay. My breasts are not normal. Okay. I have prostate problems and I got a little dick and I'm fat and I have no stamina. I can't be in a relationship with anybody
because of my emotional condition. I do have a severe emotional discontrol. See, I have a very loving family, unlike many people. My father, my mother, everybody there, they've always been there for me, but I'm just not, I'm just not right. I'm perfectly sane, okay? I know exactly what's right and wrong. And my other brother, he told me that I got very selfish thinking, and I do. I am, I'm not a good person. I know it. That's why, I really don't deserve to live. I'm walking dead in my eyes. Depuis qu'il a quitté le lycée à ses 17 ans, Ricardo s'est reclus. Il n'a pas trouvé la force d'entrer en école d'art par peur d'être moqué et rejeté. Le mot qui revient le plus dans son journal intime écrit, entretenu 3 ans avant de se filmer, c'est « échec ». Englué dans la solitude et son surpoids, ses cycles du sommeil détraqués ont achevé de lui faire perdre pied avec le réel. Son état mental est un problème depuis bien longtemps, Ricardo est malade. Physiquement déjà, souffrant d'une gynécomastie, un développement excessif des glandes mammaires chez l'homme, sa poitrine n'est pas due à son embonpoint, et de dysfonctionnement au niveau de la prostate et du sexe. Tout cela, à quoi s'ajoutent ses troubles du comportement, sa dépression et ses accès de colère, l'a rendu inapte à entretenir des relations normales. Nous sommes le philosophe de notre personne, disait donc Nietzsche. Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celle du rapport de la santé avec la philosophie. Et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car, en admettant que l'on soit une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne. Mais il existe là une différence sensible. Chez l'une, ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques. Chez l'autre, les richesses et les forces. Le premier a besoin de sa philosophie, soit comme soutien, tranquillisation, médicament, soit comme un moyen de salut et d'édification, soit encore pour arriver à l'oubli de soi. Chez le second, la philosophie n'est qu'un bel objet de luxe. Dans le meilleur cas, la volupté d'une reconnaissance triomphante qui finit par éprouver le besoin de s'inscrire en majuscule cosmique dans le ciel des idées. Pour Nietzsche, les opinions ne sont pas le fruit des idées pures, d'un raisonnement logique, d'une suite de réflexions objectives. Non, un système de pensée se constitue de force et de faiblesse, d'une origine sociale et des expériences, d'une époque et d'une civilisation aussi, car comme il l'écrit ailleurs, la morale n'est rien d'autre et surtout rien de plus qu'une obéissance aux mœurs. Qui peut prétendre qu'il serait passé au travers des doctrines honteuses des siècles précédents en ayant compris cela ? Nietzsche invite à creuser l'origine des croyances, de les défaire de toute parure pour déceler les innombrables facteurs qui mènent à une valeur morale. Derrière un avis peut se cacher une peur ou un talent. La personne disposant d'une grande capacité de travail, grâce à laquelle il a pu traverser avec succès des épreuves, aura tendance à considérer qu'avec la volonté, tout est possible. L'obsession de soi poussant à prendre son cas pour une généralité. Les valeurs du fort, dit Nietzsche, celui qui réussit qui gagne, celui qui exalte la puissance, c'est-à-dire l'égoïsme, ou plaisir d'être soi, la fierté, l'activité libre et heureuse, ces valeurs sont essentiellement le résultat d'une spiritualisation de l'animalité qui peut alors s'épanouir heureusement. Chez le fort, tout ce qu'il touche peut devenir une marche supplémentaire menant à sa victoire. Et si échec il y a, il sera vu comme positif, comme nécessaire à l'ascension. Mais pour le faible, celui qui ne trouve jamais le salut, dépourvu des forces nécessaires à s'élever, l'échec reste un échec. Ricardo s'inclut parmi les perdants. Son animalité ingérable ne lui a causé que des ennuis. Fan de Taxi Driver qu'il a vu une dizaine de fois, il se reconnaît dans les mots qu'écrit le protagoniste dans son journal, lui aussi est un abandonné de Dieu. Le faible, écrit Nietzsche, se caractérise par son ressentiment. À entendre les dernières paroles de Ricardo avant de mourir, cela se vérifie amplement. Le 12 septembre 1996, l'instant qui suit l'envoi du colis piégé, Ricardo se transforme. C'est un monstre, répète-t-il. Il doit mourir en monstre. It is a crime. It is a fucking crime to bring children into this world. Okay? No, I want to have kids because this and that, because no, that's the way it's supposed to be. We live in a world of monsters. Do you understand that? A world of monsters. It belongs to them. And I'm in my roads of becoming with them. I'm gonna die with the monsters, so I will die as a monster. The computer tells them who's the most qualified for the job.
just want to say that my last words, well, fuck the world, that's my last words. The chances of it being entirely successful, like I said before, I'm not going to count on it, but nonetheless, it being out there, I consider it a great venture. Nonetheless, I was going to die anyway, not because of her, but rather because of my own reasons. This is the last song. After this, I'm dead. L'attente est trop longue. Impossible de patienter jusqu'à la fin du disque. Ricardo passe directement à la dernière chanson du single Venus as a Boy, I Remember You, la reprise d'un classique de 1941. La sonorité cristalline de la harpe donne des airs de comptine aux ultimes mesures qui rythment la fin de cette vie. Le genre de berceuse qui endormirait même les enfants les plus récalcitrants, emportés bon gré mal gré par le sommeil. Aux dernières notes, un coup de feu retentit. Rien de toutefois assez bruyant pour alerter le voisinage, qui ne découvrira le corps inerte de Ricardo que quelques jours plus tard. Après visionnage des cassettes par la police, le doute n'est pas permis, la vie de la chanteuse est en danger. Le colis est intercepté à Londres et l'affaire fait les gros titres. Une histoire de stalker de plus pour la presse, un choc pour Björk. How have you been? Well, it's just kind of a very sad thing, obviously when somebody shoots their face off, it's terrible. I'm not sure if I'll dream very properly for a while. C'en est trop pour elle. Ce drame survient au point culminant de sa carrière. Le contrôle lui échappe. Depuis son premier album, la situation n'a fait qu'empirer. La voilà aux prises avec tous les à côté de la vie de star, le fan fou et les paparazzi. La décision est prise, elle quitte Londres pour l'Espagne puis pour l'Islande. L'occasion de se retrouver et de se faire plus discrète, moins extravertie face aux médias. En découlera son troisième album, Homogenic, un tournant dans sa discographie tant musicale que stratégique en termes d'image publique. Avec le recul, en 2001, lors d'une interview avec le Guardian, elle déclare que si elle n'a évidemment pas vu venir la bombe de Ricardo Lopez, elle n'a pas été surprise non plus. La folie qu'elle suscitait n'était pas saine. L'ironie, c'est que, les semaines qui suivirent le décès de Ricardo, Björk et Goldie se séparèrent. L'objet même qui avait déclenché la fureur du jeune homme n'était plus. Ricardo est mort pour rien. La seule personne qui leur a réussi à heurter, c'est lui-même. Sans doute que s'il en avait été autrement, l'empathie qu'il inspire chez certains serait moindre aujourd'hui. Dès l'an 2000, le documentariste danois renommé Sami Saïf réalisa une compilation d'1h10 du journal intime vidéo de Ricardo, dans l'optique de montrer une facette moins sensationnaliste que les tabloïds, de s'intéresser à l'humain derrière le monstre. Aujourd'hui publié sur YouTube aux côtés des cassettes intégrales, les commentaires fusent chaque jour. Il y en a qui se disent satisfaits du sort de cet être dangereux qui aurait pu tuer, d'autres s'identifient aux conséquences d'une solitude dont tant de gens souffrent, tandis que certains ne sont là que pour se gausser. Chacun y va de sa petite explication pour comprendre son suicide, la maladie, la société, la jeunesse, tout en supposant qu'avec de l'aide, les choses auraient été différentes. Avec des centaines de milliers de vues cumulées, les vidéos de Ricardo trouvent leur public, à se demander ce qu'il se serait passé si elles avaient été tournées à l'ère internet, et le même constat malicieux revient. Ricardo est le premier youtubeur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez qu'en fait c'est l'adaptation de la conférence que j'avais donnée au salon Frames à Avignon il y a quelques temps. Évidemment ce sujet ne va pas être monétisé, c'est beaucoup trop compliqué. Donc si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee. Ça reste aujourd'hui ma principale source de revenus. Et donc c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Voilà, en attendant moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!